Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi 20 janvier. C'est l'image du jour, le sigle du RCD arraché en Tunisie. Une scène de liesse devant le siège de l'ancien parti au pouvoir dont on finit par démissionner tous les ministres du gouvernement de transition. Ce dernier adopte lors de sa première réunion une loi d'amnistie. Plan d'urgence de la SNCF pour ses 12 lignes les plus malades, manière d'apaiser le mouvement de colère des voyageurs, lassés des couacs et retards en série. Notre invitée, Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, qui suit de près le dossier. Une commission indépendante va plancher. Nicolas Sarkozy cherche à apaiser tous ceux qui s'inquiètent du sort de l'hôtel de la Marine, joyau du patrimoine situé place de la Concorde à Paris. Face à face dans ce journal tout à l'heure entre l'historien Pascal Blanchard et Renaud Dondieu de Vabre qui appuie le projet d'un investisseur privé. La trop lente dislocation du RCD, l'ancien parti au pouvoir en Tunisie. Des manifestants se sont regroupés devant son siège à Tunis. Le sigle Rassemblement constitutionnel démocratique a donc été déboulonné par des fonctionnaires. Alexandra Colino. Un geste symbolique, comme une statue qui tombe. Le sigle du RCD, le parti de Ben Ali, est arraché du fronton du siège national. On a enlevé les symboles. Vive la Tunisie, vive la liberté. Au même moment se tient le premier conseil des ministres du gouvernement de transition. L'ambiance est très tendue. Quelques heures plus tôt, les ministres membres du RCD ont démissionné de leur parti, le contraignant à dissoudre son bureau politique. Mais ce n'est pas assez pour calmer la rue, alors on promet plus. Il y aura encore d'autres décisions. Vous le saurez. Quelques heures de discussion et le gouvernement annonce en effet l'adoption d'un projet de loi d'amnistie générale qui concernera aussi les islamistes du mouvement Ennahda, très présents dans les manifestations. Enterrer politiquement le clan Ben Ali, mais aussi l'asphyxier financièrement. C'est ce qu'entend faire la communauté internationale pour préparer la voie vers la démocratie. Les pays européens se sont accordés cet après-midi sur le gel des avoirs du président tunisien déchu. Cette décision de principe devrait être formalisée le 31 janvier. À noter dans l'actualité également, alors que les entreprises cherchent à doper leur productivité, l'avertissement du Sénat, la logique financière est non seulement néfaste aux salariés de plus en plus stressés, mais aussi à la performance. Le reportage de Bérangère Dinglas sur un moyen original de lutter contre le stress au travail, l'éducation des cadres par le théâtre. Entrez. Tu voulais me voir? Je trouve quand même que c'est la moindre des choses qu'on me mette au courant. Qu'est-ce qui va nous arriver alors? Tant que rien n'est officiel, ne vous inquiétez pas outre mesure. Justement, c'est tant que rien n'est officiel, on va s'inquiéter. Face à un comédien, les managers sont confrontés à des situations difficiles du quotidien. Le but, analyser leurs réactions pour ensuite les améliorer. Dans cette entreprise de 240 salariés, on a choisi de faire suivre aux 45 managers ces formations de gestion du stress. Une journée de travail sur soi et sur ses émotions qui s'achève par des mises en situation. Ça permet déjà aux managers d'échanger, je pense, de se sentir, de partager les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Déjà, ça c'est essentiel. Donc de communiquer là-dessus entre eux. Et puis ensuite d'avoir des outils mis à leur disposition par les comédiens pour gérer ça au quotidien. Leader sur le marché, Théâtre à la carte propose depuis plus de 10 ans des animations et des formations autour du stress. Ces dernières années, avec l'obligation faite aux entreprises de prendre en compte le mal-être au travail, les demandes sont en forte augmentation. Si on n'a pas des collaborateurs qui sont apaisés, qui sont confiants, qui sont motivés, il y a une perte d'efficacité de l'entreprise, au-delà de simplement une recherche humaine de respect de l'individu. Théâtre, mais aussi massage sur le site de l'entreprise. Les méthodes pour résoudre le problème du stress au travail, on le vend en poupe.
Le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, estime que le Conseil constitutionnel n'a pas à faire des choix de société. Les juges ont été saisis de la question du mariage homosexuel, bien sûr lequel une décision est néanmoins attendue dans une semaine. Autre débat de société, l'euthanasie. Le Sénat va en discuter mardi prochain, après le vote favorable à une légalisation de la Commission des affaires sociales. Le président du Sénat, Gérard Larcher, se déclare personnellement contre le texte. On l'écoute. Moi, personnellement, je ne voterai pas un tel texte, si j'avais à voter. Mais je ne voterai pas un tel texte pour une raison très simple. C'est que ce texte, qui pose de vraies questions, que je ne considère pas comme illégitimes, vient alors que nous n'avons pas encore totalement mis en œuvre ni évalué la loi Leonetti sur les soins palliatifs. Nous n'en sommes qu'à un peu moins du tiers du nombre de lits de soins palliatifs dont nous avons besoin. Je rappelle que nous avons estimé à 3000 et que nous n'avons pas encore atteint les 800 lits de soins palliatifs. Et nous avons une tendance dans notre pays à changer la loi avant d'avoir évalué la loi. Une majorité du groupe UMP se déclare en désaccord avec une légalisation de l'euthanasie, se déclare donc en accord avec le président du Sénat qu'on vient d'entendre. Le Sénat qui a adopté le projet de loi sur la sécurité, l'OPSI 2, sur la sécurité intérieure, il a assoupli en deuxième lecture certaines mesures sur l'aggravation des peines et la justice des mineurs. Le Sénat a accepté la création d'une infraction pour les squats, il a validé l'assouplissement du permis à points. La grande majorité de l'Union centriste, qui avait refusé toute surenchère sécuritaire, a voté le texte qui traite aussi bien de cybercriminalité, de vidéosurveillance, de peine plancher ou encore d'expulsion locative. À noter qu'une commission mixte paritaire, 7 sénateurs, 7 députés, devra désormais élaborer un texte commun, un texte de compromis entre les deux assemblées. Ségolène Royal promet de redonner le pouvoir au peuple lors d'une visite à Bully-les-Mines, une ville minière du Pas-de-Calais, proche d'Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. La candidate aux primaires socialistes se donne comme mission de reconquérir l'électorat populaire qui, dit-elle, se sent abandonné, marginalisé. L'urgence à la SNCF passe par la rénovation de 12 lignes malades. Celles où la révolte des voyageurs s'amplifie ont été retenues prioritairement pour éviter que leur mouvement fasse tache d'huile. Le TGV entre Paris, Le Mans et Tours est concerné, également le RER, les lignes A et D, des lignes transversales, les TER autour de Lyon, comme on le voit sur ces cartes. Les collectivités locales sont appelées à la rescousse par le président de la SNCF, Guillaume Pépi. La question du financement reste entière vu l'ampleur de la remise à niveau nécessaire. Fabrice Cunet. Plus 4%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires de la SNCF en 2010. Un bénéfice qui tombe au meilleur moment alors que l'entreprise publique lance un vaste plan de modernisation de ses lignes. Paris-Tours, Nîmes-Perpignan, au total, 12 sont qualifiés de malades et sont la priorité de ce plan d'urgence. C'est une enveloppe qui, ligne par ligne, peut représenter quelques dizaines de millions d'euros, oui. Mais les bénéfices de la SNCF, c'est le privilège d'être une entreprise publique, ils sont réinvestis dans le train. Très critiquée, la SNCF veut des résultats rapides et surtout visibles de son plan d'urgence. Problème, malgré l'optimisme de Guillaume Pépi, ces bénéfices ne seraient pas toujours réinvestis dans le réseau. C'est du moins la critique des présidents de région en charge du trafic régional. Quand on pense que l'État l'année dernière a ponctionné de l'argent, la SNCF a reversé une part de ses résultats à l'État, je crois que c'est là que la négociation peut se faire. Reçus à Matignon ce matin, les présidents de région ont rappelé leur inquiétude face à la dégradation du service public. Et cette fois, pas question de mettre la main à la poche. Les régions viennent de commander pour 15 milliards d'euros de matériel ferroviaire neuf et se lancent sur la régénération des voies. Comment financer tout ça alors que le système ferroviaire est parfois au bord de l'implosion? Les discussions entre État, région, SNCF et Réseau Ferré de France ont commencé. Le chantier, lui, est lancé. Sur les 12 lignes prioritaires, un baromètre mensuel de satisfaction des clients sera mis en place. Objectif pour la SNCF, mesurer les progrès, mais surtout redorer son image. Avec nous, Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous suivez de très près toutes ces questions. Est-ce que vous êtes surprise de cette période que vit actuellement la SNCF qui semble cauchemardesque ?
Alors, je suis de Strasbourg et c'est vrai qu'on a atteint des sommets avec le Strasbourg-Portbou, 12 heures de retard. Et on voit qu'il y a d'autres lignes sur lesquelles les passagers, les voyageurs souffrent. Je vais vous surprendre. Je me réjouis que régions, SNCF, RFF, État se mettent autour de la table. Alors, peut-être pas seulement de ces 12 lignes malades, mais de notre modèle ferroviaire. On investit les lignes à grande vitesse, les régions investissent fortement, ça vient d'être rappelé par le président Rousset. Oui, elles disent maintenant on s'arrête, on ne peut pas aller plus loin, hein, vous avez non, entendu. On investit beaucoup. Donc il est évident qu'il faut des trains qui circulent bien et à l'heure. Alors, je voudrais un peu relativiser le diagnostic aussi. Quand il neigeait, quand le temps était affreux, le 23 décembre, je suis allée à Strasbourg, j'ai mis 1 heure de plus que d'habitude. 3h20 au lieu de 2h20. Mais en voiture, au même moment, on mettait 12 heures. Donc, le train reste quand même un outil assez fiable. Et c'est vrai que les cheminots se sont donné du mal pour qu'ils continuent à circuler, même s'ils circulaient un peu moins. Il y a la question fondamentale des infrastructures qui ont vieilli considérablement. Et alors on découvre des choses incroyables. Par exemple, la moitié des systèmes pour aiguillonner les trains datent de la guerre de 1940. Absolument. Hein. En fait, nous faisons 2 choses à la fois. On a une histoire à rattraper, c'est-à-dire un investissement qui n'a pas été fait depuis en gros la Deuxième Guerre mondiale. Hein. On a investi au 19e et entre les 2 guerres, mais depuis on n'a pas beaucoup investi, à l'exception des RER en région parisienne dans les années 70. Et puis il faut en même temps moderniser, parce que tout le monde veut de la grande vitesse, on veut même des TER cadencés, performants. Donc cette construction d'un avenir ferroviaire performant pour utiliser plus le transport public, pour utiliser moins la voiture individuelle et donc moins polluée, en même temps rattraper le passé qui nous rattrape, tout ce qu'on n'a pas investi, ça fait beaucoup de dépenses. Et on arrive à le chiffrer justement. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros, même 40 milliards selon certaines estimations. C'est l'ordre de grandeur du coût de la régénération de l'ensemble du réseau français, auquel il faut ajouter le coût des lignes nouvelles qui sont attendues par toutes les régions françaises pour mieux se connecter à l'Europe. Donc cet immense effort, il doit s'accompagner d'un service d'exploitation de trains qui circulent performant. Et ça, c'est le défi de la SNCF aujourd'hui, assurer des trains à l'heure, confortables, dans des gares accueillantes, un service qui ne soit pas dégradé. C'est ce qu'exigent les voyageurs. Alors, les voyageurs, ils ne s'exprimaient pas beaucoup jusque-là. Ils le font de plus en plus. Qu'en pensez-vous justement? Et c'est une excellente chose. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Ce sont les clients. Vous soutenez la grève des usagers, le badge qu'ils portent dans les trains, notamment ceux qui viennent à Paris tous les jours pour travailler, du Mans, de Tours notamment? C'est une manifestation de mauvaise humeur de leur part, mais c'est une entrée des voyageurs dans le débat. Jusqu'à présent, on ne les écoutait pas beaucoup. Il y a progressivement ce qu'on appelle des comités de ligne qui se mettent en place. Il y en a pas mal en Alsace. C'est bien d'écouter les voyageurs, de partager leurs ressentis et d'améliorer le service en fonction de ce que eux disent, de sortir de la technique et des spécialistes et d'aller vers un mieux vivre. Parce qu'après tout, le train ou la gare, c'est un lieu surtout où l'on vit. Oui, alors vous avez défendu effectivement de grands projets, vous, hein, pour rénover toutes les gares de France, en faire de véritables lieux de vie. Fabienne Keller, dans ce contexte que vous rappelez, hein, et après avoir salué le combat des voyageurs, est-ce que vous les comprenez quand ils disent que la SNCF n'est pas en droit aujourd'hui d'augmenter ses tarifs, comme elle le prévoit, de 2 à 3%? Je pense que les tarifs doivent rester raisonnables pour être accessibles pour les transports de proximité, les transports régionaux, comme pour les grandes lignes. C'est dommage de pousser les étudiants ou les personnes qui travaillent parce qu'ils prennent le train le vendredi et le dimanche vers à nouveau la voiture parce que ce sont les tarifs les plus élevés. Les trains régionaux en général, sous la surveillance des régions, ont des tarifs relativement raisonnables. Mais c'est important de garder cette dimension pour que ce soit accessible à tous. Et ma proposition, c'est plutôt qu'on parie sur de la qualité et l'augmentation du nombre de voyageurs grâce au cadencement, grâce à l'amélioration du service, plutôt qu'un service plus cher, donc moins fréquenté, donc où on peut se payer moins de trains, moins de fréquences. Rentrer dans un cercle vertueux où tous, on prend plus le transport public et donc celui-ci devient plus rentable parce qu'il est plus utilisé. Ça prendra combien d'années? Tout de suite. Vu les besoins de financement, on ne peut pas. Tout de suite. Nous investissons
dans ce transport ferroviaire, lourdement. Ça a été rappelé par les régions qui achètent ces formidables rames là, qui sont super confortables, rien à voir avec les petits gris qui circulent encore et où trop nombreux voyageurs sont serrés tous les jours. C'est pour les trains régionaux, hein. Ça, ce sont les régions qui investissent. Ce sont ceux qui sont le plus utilisés en termes de nombre de voyages. Donc cet investissement, il est là. Mais les TGV, il faut que des trains circulent. Il en est de même. On découvre que les premiers TGV, par exemple, qui ont circulé sur la ligne Paris-Lyon, vont devoir rouler 10 ans de plus. On découvre qu'ils roulent toujours d'abord. Ben, il faut régulièrement entretenir son matériel, c'est normal, ça fait partie des responsabilités de l'exploitant. Franchement, c'est pas une découverte qu'un train tous les 15 ans doit être rénové à l'intérieur parce que les sièges sont fatigués. Une bonne planification y pourvoit. C'est anticiper tout cela, mais peut-être ensemble. Ça ne sert à rien que les uns disent que c'est la faute des autres. Il faut tous ensemble se mettre autour de la table parce que c'est un service public et c'est l'intérêt général que cette forme de transport prenne une place dominante en France. Alors c'était la question du nouvelobs.com. Aujourd'hui, la SNCF est-elle à la hauteur de ses missions? On regarde la réponse non à 83%. Fabienne Keller, ça vous fait rire? Vous avez soutenu le mouvement des voyageurs il y a une minute. Vous ne craignez pas que ce mouvement porte un coup fatal à l'image de la SNCF? Je pense que vraiment écouter les voyageurs, c'est un peu nouveau pour la SNCF. Donc au début, c'est forcément que des reproches. Je pense qu'on va peut-être entrer dans une nouvelle ère où les voyageurs prennent le pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que le train n'a de sens que parce qu'il rend un service aux personnes qui sont transportées. Merci Fabienne Keller. Autre débat dans le 19h, l'avenir de l'hôtel de la Marine. Après l'appel de nombreuses personnalités contre le transfert de ce monument historique, on a trouvé bien sûr beaucoup d'historiens, des personnalités politiques également, comme Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien Nicolas Sarkozy temporise, il annonce une commission indépendante. Flora Sauvage. L'affaire est grave, elle met en émoi le tout Paris. Certains parlent même de scandale de la République, car l'État, par manque de moyens, veut se séparer de l'hôtel de la Marine, situé place de la Concorde. Aujourd'hui occupé par l'état-major de la Marine nationale, ce lieu d'histoire a été mis en location sur le site de France Domaine, le service chargé des cessions immobilières de l'État. Le gouvernement a choisi de confier l'utilisation du prestigieux hôtel à des investisseurs et des exploitants privés. Le sujet est tellement sensible que les caméras ne sont pas les bienvenues à l'intérieur. Construit à la fin du XVIIIe siècle pour Louis XV, il a abrité le garde-meuble de la couronne avant de loger l'état-major de la marine dès 1789. D'une superficie de 24 000 mètres carrés, il ne compte pas moins de 530 pièces. Salon d'apparat au décor ciselé d'or, façon 18e, anciens appartements, l'hôtel de la Marine abrite aussi le boudoir de Marie-Antoinette. Le bâtiment suscite toutes les convoitises, Alexandre Allard est sur les rangs. Soutenu par l'ancien ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre, ce riche entrepreneur souhaite transformer le lieu en centre mondial de la création et de la culture. Face à la polémique suscitée par la privatisation de l'hôtel de la Marine, Nicolas Sarkozy a annoncé la création d'une commission indépendante. Elle se réunirait dès la semaine prochaine pour déterminer la meilleure utilisation du lieu. L'état-major de la Marine doit de toutes les façons déménager prochainement pour rejoindre le nouveau siège du ministère de la Défense qui doit ouvrir ses portes en 2014 à Ballard. Voilà, après avoir vu ce sujet, on comprend évidemment que ce magnifique bâtiment suscite quelques appétits privés et réveille aussi les volontés de ceux qui veulent le défendre de toute emprise commerciale et mercantile. Avec nous, Renaud Donnedieu de Vabre, ancien ministre de la Culture. Bonsoir. Et vous épaulez donc l'homme d'affaires Alexandre Allard, qui est candidat à la reprise du monument historique. Et face à vous, Pascal Blanchard, historien opposé à tout transfert au privé. Pour quelle raison majeure ? Bon, pas à tout transfert au privé, à respecter déjà la mémoire du lieu, l'histoire du lieu, et d'arriver à trouver dans une vraie concertation qui n'a pas encore eu lieu en amont, peut-être un partage entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Quelque chose d'intelligent qu'on pourrait peut-être faire dans ce pays, c'est-à-dire on peut considérer que l'État a besoin d'argent pour entretenir son patrimoine, mais l'État ne doit pas non plus brader son patrimoine. Donc mettons ça sur la table, et si on trouvait des solutions intelligentes, dans un pays où on manque un peu de place pour construire des grands musées, des grands lieux culturels, certes il en faut vers la culture peut-être, on va dire, un peu élitiste, mais il en faut aussi peut-être pour la culture populaire, et puis il en faut tout simplement pour que ce bâtiment puisse respirer demain, car c'est un lieu de notre mémoire nationale. On ne peut pas d'un trait de crayon, pour 50, 60 ans, 70 ans d'un bail amphithéotique, le faire disparaître de notre patrimoine national. On dit, discutons. Trouvons une solution commune. On va discuter, vous avez Renaud Donnedieu de Vabre en face de vous, donc c'est un lieu immense, classé, on l'a vu.
votre projet, c'est bien d'y installer, par exemple, un hôtel de luxe ou des Non, galeries. pas du tout. Ou des galeries d'art. C'est ce qu'on a faut- présenté initialement. Quel est votre projet, donc? Écoutez, d'abord, ce qui est très bien, c'est que ce lieu reste la propriété des Français. Donc il n'est pas question de vente de l'hôtel de la Marine. Donc Ça, quand c'est les ce que gens... dit Nicolas Sarkozy. C'est ce qui était déjà dit, mais ça a été officiellement rappelé par le président de la République, et ça c'est une très bonne chose. Le lieu, il a été très partiellement restauré, puisque vous avez 350 mètres carrés sur 23 000 ou 24 000 qui ont été restaurés. Donc il est en fait à l'intérieur dans un très mauvais état. Et l'État, qui a fait beaucoup d'efforts récemment pour les monuments historiques, ne se désengage pas des efforts globaux pour les monuments historiques, mais dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye un bail à l'État, fasse les travaux de restauration et ait un projet. Eh bien, nous nous situons dans le respect absolu de l'histoire de ce lieu, c'est-à-dire de sa dimension culturelle et patrimoniale. Mais c'est bien pour l'exploiter sur un plan commercial, forcément. Non, mais attendez, il faut bien qu'il y ait des ressources. Il faudra qu'on trouve des ressources, Alors, mais où quand on dit que c'est un palace, c'est faux. Quand on dit qu'il va y avoir des commerces de luxe, c'est faux. Ce sera quoi, Notre alors projet, c'est un projet éminemment culturel. Ça veut dire qu'il y avait les métiers d'art. À l'origine, l'hôtel du garde-meuble, c'était les métiers d'art. Et bien dans notre projet, ils vont revenir là, ils ont besoin de visibilité, sinon ils vont disparaître. On va faire en sorte que tout de l'histoire de ce lieu soit respecté. Et toute l'histoire de lieu. Dans cet hôtel de la Marine, en 1848, Victor Schœlcher et Arago ont préparé le décret sur l'abolition de l'esclavage. Et donc d'où la sensibilité qu'il y a vis-à-vis de l'histoire du lieu. Nous ferons en sorte que tous les éléments liés à la mémoire de ce lieu soient respectés. Ah, de toute façon, vous ne pouvez pas y toucher, il est classé. Non mais bien sûr, mais je ne parle pas de ça. Je dis simplement que ce qui est l'histoire sensible des Français sera respecté. Nous prenons un engagement, le restaurer intégralement, le faire vivre comme un lieu de fierté pour les Français sans être propriétaire et en faisant en sorte que tout le monde entier puisse y venir, à commencer par les Français. Pascal Blanchard, on a l'impression Aujourd'hui, c'est d'entendre... fermé et ça sera un lieu ouvert. On a l'impression d'entendre un mécène. Est-ce que cela suscite quelques doutes chez vous? Je pense que M. Allard est d'abord un investisseur, quelqu'un qui a le sens des affaires, et je pense qu'il ne va pas simplement créer un lieu uniquement pour le plaisir de l'amour, des arts et des métiers d'art. Et c'est normal, c'est un investisseur privé. Rappelons-nous la dernière fois l'hôtel qu'il a acheté en Paris. Je finis, je vais essayer de parler, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est quand même d'une logique économique, et on peut le comprendre, on n'est pas en antinomie. Ce monsieur donc on s'interroge sur la contrepartie, donc. Mais elle est logique, la dernière fois qu'il a acheté un hôtel dans Paris, il l'a rénové, il l'a revendu. C'est normal, il fait des affaires dans une logique immobilière. Ce n'est pas un mécène qui, pendant 70 ans, va investir dans le lieu à perte. Et ça se comprend, on n'est pas en antinomie avec cette logique, on dit simplement 3 choses qu'il ne faut pas oublier. Il n'a pas forcément besoin de 25 000 m² pour faire le programme qu'il veut faire. Par contre, oui, ces 25 000 m² doivent être rénovés. Donc, mettons-nous sur une table. Profitons pour une fois qu'un investisseur privé veuille investir à rénover le patrimoine national. Prenons la partie la plus inestimable de ce patrimoine national. Prenons une partie de son argent à rénover ce lieu. Ouvrons ce lieu au grand public et que l'autre partie, le temps du bail, soit utilisée par M. Allard. Pour faire quoi? Pour faire notamment ce qui manque à ce pays. 12 742 musées dans ce pays. Aucun musée de l'esclavage, aucun musée de la colonisation, aucun musée des Outre-mer. Il en a, et bien regardez, on imagine comme un gâteau. Regardez bien, comme un gâteau. Un tiers pour les métiers d'art, un tiers pour les métiers d'art, un tiers avec une logique certainement économique qui doit avoir sa propre rentabilité, et un tiers pour la mémoire nationale, de sauvegarde de ce patrimoine national, de ce bâtiment inestimable placé au cœur de la... Il n'y en a pas d'autre dans Paris. C'est le dernier grand bâtiment de 25 000 m² qui peut avoir un objectif. Justement, dans ce temps où on parle beaucoup d'identité nationale, il est lié à notre patrimoine commun depuis 4 siècles. Renaud de Dieu-de-Vabre. On n'a toujours pas compris un peu comment vous pouvez exploiter financièrement ce lieu, parce que si vous investissez tant pour rénover effectivement des salons... Et ce sera plus de 220 millions de travaux. Parce que ça va être un lieu extraordinairement vivant, parce que le monde du cinéma, parce que le monde de la musique, parce que le monde du marché de l'art y sera présent, parce que donc ils ne vont pas y être hébergés gratuitement, parce qu'il va y avoir... On louera un studio d'enregistrement, on louera des lieux d'exposition ou des lieux pour des places de marché. Est-ce qu'on peut c'est en tout à savoir fait un peu normal. plus encore sur ces lieux? On est dans un concours. Il y a plein d'autres candidats. On ne va pas rendre public l'intégralité de notre projet. Là, nous ne parlons que du projet de M. Allard. Je rappelle que d'autres projets, notamment celui dans lequel est JL Event... On ne les connaît pas, Non, on commence à voir des choses... On commence. Combien est-ce que vous êtes prêt à investir? Il y a une règle. Nous disons qu'il y a au bas mot
200 millions d'euros de travaux de rénovation à faire, plus le bail qu'il faut payer à l'État. C'est beaucoup d'argent, sachant que nous ne sommes pas propriétaires, qu'on va rouvrir et redonner le lieu aux Français. Maintenant, sur l'histoire et le respect de l'histoire du lieu, je voudrais dire quand même la chose suivante. C'est qu'en 2001, quand il a fallu, et c'était l'honneur, je crois, du Parlement, de voter, et on l'a voté à la quasi-unanimité, le fait que l'esclavage était un crime contre l'humanité, je l'ai voté. Et en 2006 on attend toujours le musée qui a été voté à l'époque dans l'engagement de l'État. On attend toujours le musée. En 2006 et 2007, le ministre de la Culture, qui, sous l'autorité du président de la République, a organisé les commémorations et les cérémonies pour marquer cette barbarie qu'est l'esclavage, c'est moi. Donc je comprends très bien, qu'il faille faire vivre cette mémoire de manière active. Mais c'est pas la seule, on dit bien que c'est pas la seule à faire vivre. Alexandre Allard, qui travaille avec Jean Nouvel, qui est quand même quelqu'un, si vous voulez, qui est particulièrement sensible au concept de la diversité culturelle, de la mémoire et du respect. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'on fera vivre ce lieu sans respecter tous les éléments de l'histoire et de la mémoire de ce lieu, mais c'est parce que nous le pensons, y compris ce sujet, et vous verrez on ne verra pas, on sait qu'il faut le voir avant. Excusez-moi, on ne va pas attendre que la grande braderie soit terminée pour rappeler que le patrimoine national ne se vend. Non, excusez-moi, on ne va pas. N'utilisez pas un terme pareil. Mais je l'utilise. C'est un concours. Nous n'allons pas. Il y a un jury. Il y a des historiens, il y a des intellectuels, il y a des architectes. C'est pas une braderie. Je reviens. Nous n'allons pas attendre la fin de la vente à l'encan. C'est pas une vente. Nous n'allons pas attendre la fin de la vente pour savoir si ou non ceci fait débat national. Vous devez accepter, Monsieur Allard, et comme tous les autres citoyens, qu'un bien que nous achetons à l'État ou que nous louons à l'État fasse un débat national ouvert. Ne soyez pas choqués qu'il y ait débat. C'est ce qu'on fait là. J'ai une question. Vive le débat, vive le respect de la mémoire. Nous sommes dans une démocratie. J'ai une question. Aucun problème là-dessus. D'où viendrait l'argent, ces 200 millions, Renaud de Dieudevable, de Monsieur Allard? Où est-ce qu'il les trouve? Non, 200 millions, c'est que les travaux. N'oubliez pas le montant du bail qui sera beaucoup plus important que le montant des travaux. Il y a des investissements, il y a des prêts bancaires, il y a des... Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on nous pose comme ça la question de savoir si ça vient de l'étranger? Parce que des bruits ont couru sur le fonds qatari, la caisse et dépôts et consignations, donc comme les bruits courent, on se pose des questions. Mais d'accord, vous avez le droit de vous poser toutes les questions de la Terre. Heureusement déjà. Non, attendez. Nous allons déposer un projet comme d'autres concurrents. Tout sera totalement transparent. Vive un beau débat. Il ne s'agit pas d'une vente. Il s'agit d'un débat entre projets. On va le reprendre, je pense, encore plusieurs fois avant la clôture définitive. Bonheur. D'ailleurs, la prochaine fois, j'espère que ceux qui nous ont allumé la gueule sur ce transfert d'un monument historique, la prochaine fois, qu'ils viendront et qu'ils ne se défausseront pas. Ils sont certains satisfaits par l'annonce de la Commission. Vous n'avez pas eu cette attitude. Certains sont satisfaits, parmi les historiens notamment, ou les hommes politiques, sont satisfaits de l'annonce de cette commission indépendante par Nicolas Sarkozy. Ceux qui sont dans la commission. Sans doute qui veulent une place dans la commission. Renaud de Dieudevable, votre nom est cité dans le dossier des rétrocommissions, des contrats militaires. Est-ce que ça vous affaiblit dans votre combat là auprès de M. Allard? Pas de la moindre manière. Vous savez, les gens peuvent parler. J'ai mon honneur pour moi. Je n'ai jamais rien fait d'illégal dans ma vie. Bon, toute dernière question. Je m'adresse à l'ancien ministre de la Culture. Céline peut-il être célébrée par la République? Vous savez que l'écrivain antisémite figure dans le recueil des célébrations nationales publié là par le ministère de la Culture. Que dites-vous? Je crois que les réflexes doivent être absolument permanents pour combattre partout et toujours toute trace de racisme et d'antisémitisme. D'accord, mais là vous me faites de la langue de bois. Bien sûr, on est tous d'accord. Je vous pose une question précise sur Céline. Pas du tout. Sur Céline. Je ne vous fais pas de la langue de bois. Je dis simplement qu'il faut, sur ces sujets, avoir des réflexes absolument permanents et n'accepter aucune compromission. Donc voilà. Donc vous regrettez ce choix accepté par l'actuel ministre? Écoutez, je ne l'aurais peut-être pas fait, mais je veux dire, je respecte les décisions qui ont conduit peut-être à faire un choix différent. Sans partager cette décision et cette appréciation sur ce calendrier des célébrations républicaines pour les cinquantenaires de la mort. Je pense qu'on est dans une période, si vous voulez, d'extrême vigilance nécessaire, parce que vous vous apercevez que des sujets qu'on croyait avoir disparu de l'horizon de la vie quotidienne, eh bien, sont malheureusement des réalités dans les cours d'école, et pas uniquement en France, partout dans notre pays et dans les autres pays étrangers. Donc, beaucoup de vigilance, et en tout cas, si on prend une décision, il faut l'expliquer. Très bien, voilà, vous avez expliqué la vôtre, on a compris qu'elle n'était pas tout à fait en phase avec celle qui avait été prise par votre successeur. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. À 22h, Pierre-Henri Gergonne pour le prochain journal, tout de suite sur la chaîne parlementaire, Assemblée nationale, pile et face. Bonsoir à tous.
direction le golfe de Guinée, au Ghana, au centre même d'Accra, sur les bords de la rivière Odorna qui traverse toute l'agglomération. C'est là que finit la majorité de nos déchets électroniques, censés pourtant être tous recyclés sous nos propres latitudes. Ici, on casse, on démonte, on sépare pour récupérer tout ce qui a une valeur marchande. Le cuivre, l'acier, l'aluminium, le fer, le zinc, l'étain, la bauxite, le plastique. La moindre miette mérite qu'on s'y attarde. Les analyses faites sur les prélèvements de ce sol montrent une contamination au plomb, au cuivre et à l'étain. Des phtalates et des dioxines de chlore très cancérigènes hypothèquent à terme la santé de tous ceux qui travaillent à Boglochi. Ghana, la nouvelle poubelle de l'Occident. Vendredi à 16h45 sur Public Sénat.